On voulait juste vous dire essentiellement que l'épisode 2 est technique. On parle des chirurgies. C'est deux chirurgiens qui se parlent. Stressez pas avec ça. Vous pouvez le réécouter 2 fois au pire. Ça va être le seul épisode comme ça. On va parler d'affaires pas mal plus relax après. Plus relax, puis on va avoir des invités aussi. Ça va être plus dynamique que parler des anastomoses. Mais les patients, s'ils veulent savoir, les professionnels de la santé, allez-y. Sinon, on passe à l'autre. Exactement. Excellent, Alex. La poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionné dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé, tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques, au-delà du simplisme, manger moins et bouger plus. Alors, comme tu sais, Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Ethicon pour la production, ce qui nous permet de réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre Association canadienne de médecins et de chirurgiens bariatriques. Salut Alex. Salut Pierre, ça va? Ben oui, écoute, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Ouais. Nos horaires sont un petit peu difficiles à coordonner, là, je pense, là, mais en tout cas, on va réussir à passer au travers. Fait que, écoute, on en avait parlé un peu la dernière fois. On avait dit que notre deuxième épisode, ce serait un qui nous touche quand même principalement, qui nous tient à cœur. On est des chirurgiens. Fait qu'aujourd'hui, ça va être plus une discussion sur les interventions chirurgicales, les options chirurgicales. On va essayer de passer un peu au travers de ce qui existe présentement, des possibilités, puis ce qui fait principalement au Québec. Parce que nécessairement, il y a des choses qui se font beaucoup ailleurs, puis que chez nous, peut-être un peu moins. Fait qu'on va commencer par ça. Alors, comme toute bonne chose à un début, c'est quoi la procédure chirurgicale que tu fais le plus souvent, toi, Alex? Moi, c'est vraiment la sleeve. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Donc, souvent, les patients disent la petite chirurgie, les patients disent la chirurgie 1, la gastrectomie verticale en manchon, la sleeve. Donc, la chirurgie bariatrique où on enlève finalement 75-80 % de l'estomac. On fait une gastrectomie longitudinale. Et les patients adorent cette chirurgie-là parce que c'est une chirurgie qui est relativement simple, qui n'a pas trop de chances d'avoir de complications à court terme. À long terme, il y a moins de risques d'avoir de malnutrition, puis on a une bonne perte de poids. Moi, j'aime bien parler d'excès de poids perdu. Alors, en moyenne, les patients vont perdre 55 % de leur excès de poids avec une intervention maintenant qu'on fait les deux, souvent même en chirurgie d'un jour. Alors, 5 petits trous, on enlève 80 % de l'estomac. On laisse l'estomac environ la forme d'une banane, puis... Il y a des suppléments à vie à prendre en termes de multivitamines puis de combiner calcium, vitamine D, mais relativement simple, effet spectaculaire. Puis entre toi et moi, est-ce que tous nos patients prennent les suppléments qu'on leur prescrit après la sleeve? Ou sont capables, non, c'est sûr. Mais moi, ce que je vois souvent, c'est que le patient même, il abandonne sa médication. Puis l'avantage de la sleeve, comme tu me dis, c'est une chirurgie qui est tellement peu complexe. L'impact au niveau métabolique est quand même pas trop sévère. C'est rare qu'on voit des grosses carences sur des sleeves bien faits de patients qui mangent quand même intelligemment et qui suivent les conseils nutritionnels. Exact. Puis, qu'est-ce que tu dis aux patients, toi, qui ouais, mais doc, moi, ma soeur, ma mère, une chirurgie, un autre, puis la sleeve, ils se sont fait réopérer. Comment tu leur approches ça? C'est tellement une bonne question, ça. Écoute, il n'y a pas de réponse que j'utilise pour tous les mêmes patients, mais moi, je pense que le mantra est de trouver la bonne chirurgie au bon patient. Donc, essentiellement, premièrement, la plupart des patients veulent une sleeve parce qu'ils voient cette chirurgie-là comme étant un petit peu moins invasif. En quelque part, j'ai envie de leur donner raison. Puis après ça, il y a tellement de raisons parfois de choisir une sleeve. Je dis n'importe quoi, mais la jeune femme qui a un désir d'avoir des grossesses, qui va peut-être avoir des perturbations métaboliques plus tard, la sleeve ouvre la voie à une révision vers un bypass comme ouvre la voie à une révision vers une dérivation bilioppancréatique. Après ça, toute chirurgie bariatrique, on le sait, a un certain regain de poids à long terme, puis peut être un échec. Alors, quelqu'un qui ne ferait pas les changements ou qui aurait un métabolisme particulièrement difficile pourrait avoir un échec au bypass aussi. Donc, essentiellement, ça dépend. Puis, je ne sais pas comment toi tu vois ça, mais... Bien, tu en as parlé un peu. Pour moi, il y a, comme on dit en anglais, il n'y a pas une... One size fit all, ça ne fit pas en chirurgie bariatrique. Tu es plus jeune, je suis plus vieux. Moi, je viens d'une génération où c'est que souvent, les chirurgiens étaient mono-procédure, faisaient une intervention, l'offraient à 100% de leurs patients. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est sûr et certain. Le gros avantage que je vois, moi, avec la sleeve, c'est que c'est un peu comme la chirurgie de base pour toutes les autres procédures qu'on va parler aujourd'hui. Parce que dans toutes les autres procédures, on va toujours avoir une restriction au niveau de l'estomac.
On va créer une poche. Donc, il y a déjà une partie du travail qui est faite. Puis, ça nous permet aussi d'évaluer les problématiques qui peuvent survenir après la sleeve. On n'en a pas encore parlé, mais tu le sais, le reflux gastrique, c'est un problème chez certains patients. Il y en a qui en ont avant, il y en a qui ne veulent pas faire la sleeve, il y en a qui ont un peu de reflux, mais ils ne veulent pas avoir le bypass. Il y a quand même de la place là, pour... Ça, c'est tout un chapitre, en fait, parce que c'est souvent vu comme une intervention qui n'est pas très compliquée, puis il y a même beaucoup d'endroits où ils n'offrent que la sleeve dans l'arsenal thérapeutique chirurgical, mais une sleeve, c'est une chirurgie qui est simple, relativement simple, mais c'est aussi simple à mal faire, une sleeve. Si tu insères trop à l'incisure ou que tu laisses un gros fundus, les résultats fonctionnels puis de perte de poids ne sont pas toujours très bons, puis des fois, quand il y a du reflux puis qu'il y a des hernies hiatales significatives qui ne sont pas adressées... Donc, ça peut causer des problèmes. Je ne sais pas ce que tu as vu dans ta pratique. Moi, je l'ai vu, là, parce que, tu sais, les sleeves seuls, ça fait quoi? Au moins plus que 15 ans qu'on fait la sleeve uniquement comme traitement primaire. Bon, on a vu radicalement une modification en changeant notre technique, en l'améliorant pour diminuer les taux de complications des fuites. Exact. Et aussi du blocage, ce qui étaient les deux problèmes. La fuite, c'est la pire des complications, là, mais je veux dire, le blocage, le patient qui revient te voir 6 mois après, il faut que tu le réopères, tu en veux le moins possible de ces patients-là. Puis moi, je regarde présentement dans notre pratique, dans notre équipe, ce qu'on voit souvent, il y en a encore qui font du reflux, qu'on va les opérer sur le reflux, mais on les opère principalement comme une deuxième intervention à cause de ça, ou bien du regain de poids ou de la perte de poids insuffisante. Oui, non, moi, c'est la même chose, en fait, essentiellement. Puis, je sais pas... à quel point c'est une grosse partie ou pas de ta clientèle. En fait, je le sais, c'est probablement une grosse partie, là, mais les IMC au-dessus de 50, si on commence à faire des dérivations gastriques à tout le monde en primaire, ou mettons, on va dire 60, mais 50 et plus, l'obésité, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais super morbide. Là. Des fois, on est mieux déstagé. Puis si on fait un bypass puis que ça marche pas, ils n'auront jamais une dérivation biliopancréatique. Là, tout à fait. On le sait, la sleeve est née de la décomposition de la dérivation biliopancréatique. On va en parler comme troisième intervention, mais la sleeve est née de ça. Donc, c'était une raison purement technique, parce que pour en avoir fait aussi des dérivations biliopancréatiques chez des patients extrêmement obèses, des fois, on avait de l'infaisabilité technique de faire la procédure chirurgicale. Fait que dans le but de diminuer les risques chirurgicaux, tu commences par l'étape numéro 1, qui est la sleeve. C'est ça. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Là. Dans le fond, la sleeve, tu sais, il y a une saveur très québécoise. Là. On en reparle peut-être dans la troisième partie, essentiellement, mais grosso modo, une chirurgie qui est très efficace, qui est relativement simple à faire, peu de complications, très facile à faire maintenant, même en chirurgie d'un jour, avec un peu moins d'impact à long terme chez les patients. Donc, on comprend pourquoi c'est devenu un peu la chirurgie la plus populaire. Bien, si tu vois, on pourrait même parler carrément de la dérivation biliopancréatique immédiatement, parce que, tu sais, finalement, ça fait le lien avec qu'est-ce qu'on parlait, parce que tu as l'école des gastric bypass, puis l'autre école. Bon, c'est sûr que la dérivation biliopancréatique dans les années 90 était considérée comme la chirurgie la plus sévère. D'un point de vue technique, et aussi la chirurgie techniquement difficile, et aussi avec les résultats les plus élevés côté perte de poids. Mais quand on dit efficacité, il vient aussi avec risque de complications. Puis à ce moment-là, on savait qu'il y avait des, comme je disais tantôt, il y a des patients qui n'étaient pas capables de faire la technique chirurgicale. Puis on disait, tantôt tu parlais qu'une saveur québécoise, la dérivation biliopancréatique a été inventée par l'équipe Biron-Marceau à Québec, qui a créé finalement une modification du Scopinaro, qui était la version italienne, qui était encore plus sévère et qui causait encore plus de morbidité, surtout là, des problèmes de diarrhée. Moi, c'est ma compréhension de la chose. Dans les années 80, Scopinaro, qui était dans le fond un chirurgien italien un peu révolutionnaire, il suivait quand même bien les patients de ce que je comprenais, mais grosso modo, une anse commune à 50 cm, ultra malabsorptif, puis il faisait une gastrectomie distale. Donc, faire une gastrectomie distale à un patient qui souffre d'obésité sévère, écoute, c'est sûr qu'il y a une certaine morbidité. Puis après ça faisait une énorme poche gastrique, beaucoup de sécrétion acide, beaucoup de dumping, beaucoup d'ulcération marginale. Puis c'est un peu dans ce contexte-là que Picard, Marceau et Simon Biron sont arrivés avec la modification. Finalement, puis même, je m'en souviens, là, parce qu'à chaque fois que je présente en bariatrique, je montre cet article-là, mais c'est 1994, biliopancréatic diversion with a new type of gastrectomy, je pense, l'article s'appelle. Puis grosso modo, il faisait une gastrectomie longitudinale sur une bougie 60. Puis grosso modo, l'objectif, c'était de ne pas avoir de syndrome de dumping ou le réduire, puis de ne pas avoir d'ulcération marginale en faisant une connexion entre le petit intestin et lui-même. Donc, c'est de là qu'est née la dérivation biliopancréatique moderne, si tu veux, dans les années 94, en 1994. Puis,
C'est encore à ce jour aujourd'hui le standard. C'est juste que dans ce temps-là, comme tu faisais avec Picard Marceau, c'était ouvert. Mais ça, c'est la publication, parce qu'on en faisait avant. Dans les années 90-91, on faisait la dérivation bilio-pancréatique ouverte, là, avec la grande cicatrice. Puis l'élément principal qu'il faudrait rajouter, Alex, par rapport à ça, c'était la préservation du pylore. Parce que la problématique de Scopinaro, c'est qu'il enlevait toute l'antre gastrique, comme finalement dans la chirurgie pour les ulcères gastriques. Donc, on le savait dans la littérature puis dans la pratique chirurgicale pour les ulcères que le fait de faire une entrectomie, tu te ramassais avec dumping syndrome, avec des problèmes de diarrhée chronique. Et finalement, Scopinaro faisait un peu la même chirurgie. Et en plus, il faisait une dérivation à 50 cm. C'est ça. Ce qui s'appelait une catastrophe un peu, là. Puis de mémoire, je pense même les premières dérivations bilio-pancréatiques à Québec, ils étaient à 50 cm. Puis rapidement... On les faisait à 50, mais surprenamment, la différence entre le groupe des 50 et de 100, il n'y a pas eu tant une énorme différence côté efficacité, côté morbidité. Mais sauf que avec le 100, on avait un taux, je dirais, de 1,5, peut-être maximum 2 de dénutrition sévère. Parce que si tu ne veux pas justement amener un patient en dénutrition, que tu vas être obligé de le réopérer, là. Oui, c'est ça. On est un petit peu technique, mais grosso modo, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on passe de la gastrectomie verticale, qui est dans le fond née de la séparation des composants de la dérivation bilio-pancréatique, on va appeler la dérivation bilio-pancréatique la chirurgie la plus agressive, mettons, peu faite quand même au Canada. Au Québec, on est vraiment clairement les champions de la DBP, puis c'est surtout vous autres à Sacré-Cœur après que vous avez embarqué après Québec, puis Olivier Cour à McGill qui a emmené, puis là maintenant, nous, on en fait à Pierre-Boucher, essentiellement. C'est ça. Fait que grosso modo, c'est une combinaison d'une gastrectomie verticale, donc la sleeve, avec un bypass intestinal au début du petit intestin. Mais on travaille sur la deuxième moitié du petit intestin plutôt que de travailler sur la première moitié de l'intestin, comme quand on parle du bypass, on va y revenir. Mais une chirurgie qui est plus agressive, qui peut donner quand même plus de sel un peu plus molle, diarrhée, puis il faut prendre beaucoup plus de suppléments parce qu'il y a une malabsorption encore plus importante des vitamines liposolubles comme la vitamine A, D, entre autres E. Alors, les gens vont souvent dire à Québec, ça prend une prise de sang une fois par année à vie. C'est un contrat à vie, la DBP. C'est un contrat à vie. Donc, tu sais, moi, je pense pas que c'est pour une chirurgie pour tout le monde. Non. Puis en plus, on parlait de suppléments vitaminiques tantôt. On s'entend que les patients qui ont une dérivation bilio-pancréatique, ils n'ont pas le choix de prendre une médication à vie. Avec la sleeve, là, on le recommande fortement. Mais on voit des fois des patients qui l'abandonnent et on ne voit pas de catastrophe métabolique. On aime mieux qu'ils prennent leur supplément, mais avec la dérivation, ils n'ont pas le choix. Non, c'est sûr, parce que sinon, ça fait des ostéoporoses, ostéomalacies, des dénutritions sévères. Bien là, ma question, c'est est-ce que tu as fait beaucoup encore des dérivations ou tu as modifié la technique? Oui, ça, c'est... En fellow, quand j'étais à McGill, on transitait, si tu veux, on faisait la transition entre la dérivation bilio-pancréatique standard puis le SADI. Là, fait que grosso modo, SADI, je pense les premières publications de Dr. Torres puis Sanchez Pernotte à Madrid, c'est 2007-2010 dans ce coin-là. Puis c'est une modification. Au lieu de faire 2 connexions intestinales puis un montage en Y sur le petit intestin, c'est une seule connexion intestinale, une anse commune un peu plus longue. On espère qu'on ait des résultats semblables puis moins malnutrition. Puis, on parle du SADI essentiellement. Puis je fais pratiquement juste des SADI. Là. Moi, j'ai abandonné totalement la dérivation bilio-pancréatique. Je ne fais que des SADI. Et la raison, tu viens de l'expliquer, on voit beaucoup moins de malnutrition sévère. Je vois aussi beaucoup moins de patients qui vont se plaindre de leurs selles, de la fréquence des selles. Ah oui, tu as cette impression-là. Pas juste une impression. Moi, j'ai pas de cohorte de full DBP. On en a parce que pour avoir fait... Moi, j'ai commencé ma carrière qu'en ne faisant que de la dérivation bilio-pancréatique. C'était la seule chirurgie que je faisais. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai commencé que par ça. Parce que moi, j'arrivais de Québec, donc j'ai commencé en 97 à en faire et c'était la seule option que je faisais. Donc, avec les années, tu as un bon bassin de patients que tu as opérés, tu vois un peu ce que ça donne. Et quand le SADI est arrivé, tu en commences à en faire quelques-uns, là, tu vois le résultat, tu fais OK. Terminé. Fait que toi, tu as switché complètement. Le dernier BPD que j'ai fait doit remonter à peu près 10 ans. Nous autres, tu vois, à Pierre-Boucher, ça fait 5 ans là, qu'on fait de la dérivation bilio-pancréatique. Puis, de mémoire, je ne sais pas si on a fait un full BPD, là, moins que je me trompe. Peut-être qu'un de mes collègues, là, mais moi, j'ai fait juste des SADI. Puis, ça va être intéressant parce qu'on devrait bientôt voir l'étude randomisée contrôlée de Québec. Fait que quand ils vont sortir leurs données, ça devrait rentrer là, les données. La plus belle littérature de la différence entre les deux chirurgies va sortir de Québec probablement bientôt. Parfait, ça. Bon, là, on va à l'autre sujet. Parfait.
Est-ce que tu aimes ça, le gastric bypass? Moi, c'est une chirurgie que je fais quand même relativement souvent, que j'ai appris à faire puis que je fais beaucoup, mais j'ai tendance à chercher des opportunités de peut-être trouver mieux pour différentes raisons. Donc, la dérivation gastrique, essentiellement, c'est la chirurgie qui a traversé les âges de la chirurgie bariatrique depuis quoi? 40 ans, essentiellement? 50 ans, même 50 plus? ans. Bon. Fait que ça fait 50 ans qu'on fait de la dérivation gastrique en Y de roue. La chirurgie a traversé les améliorations laparoscopiques. Fait que, comme chez vous, on en fait même en chirurgie d'un jour chez nous. Donc, on prend une petite pochette gastrique, si on veut, peut-être le tiers proximal d'une sleeve, essentiellement. Oui. Puis on vient couper l'intestin grêle environ à 1 mètre, 1 mètre 20 du début. Puis on vient faire un montage en Y de roue. Donc, d'un bord, on a la nourriture qui passe, puis de l'autre bord, il y a les sécrétions pour digérer du foie, du pancréas. Donc, on a une chirurgie en termes d'agressivité, à mon avis, qu'on peut peut-être placer entre la sleeve et la dérivation biliopancréatique. Moi, je dis souvent aux patients qu'il y a la chirurgie la plus commune, qui est restrictive essentiellement, même s'il y a des effets métaboliques. Là, on n'en a pas parlé. Puis après ça, on a la dérivation gastrique qui est d'une agressivité intermédiaire. Ouais. Puis la dérivation biliopancréatique. Fait que juste pour mettre en proportion, en termes de perte d'excès de poids moyen sur la sleeve, on parle de 55 de perte de l'excès de poids. Moi, souvent, au bypass, je dis 65 aux patients. Puis pour la dérivation biliopancréatique, 75 et plus. Mais là, je reviens à la dérivation gastrique. Une chirurgie où on touche à l'intestin, donc c'est une chirurgie qui se fait très bien, très peu de complications, mais un petit peu plus qu'avec la sleeve parce qu'on touche à l'estomac et on touche à l'intestin, donc il y a un petit risque d'avoir des obstructions intestinales à long terme ou de développer des problèmes à ce niveau-là, hernie interne, ce genre de choses-là. Mais c'est une chirurgie qui est un petit peu plus efficace en termes de résolution du diabète par rapport à la sleeve, mais un petit peu moins efficace la dérivation biliopancréatique. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est relatif. Hein? Si un patient est insulinodépendant depuis 10 ans, tu vas faire une sleeve, un bypass, tu ne résoudras pas son diabète. Exact. Mais bon, moi, c'est une chirurgie que je fais peut-être dans une proportion de 15 20 de la clientèle, parce que des fois, les patients me demandent, des fois, je trouve que les patients ont une prédominance de problématiques de reflux. Ça doit être un petit peu beaucoup cette population-là. Les diabétiques qui font du reflux, tu y vas. Puis moi, j'ai tendance à... On est limité dans les ressources, là, on ne scope pas nécessairement 100% du monde, mais mes patients qui ont des reflux, qui veulent des sleeves, je les fais scoper. Puis de temps en temps, tu le sais, on a un œsophagite sévère ou même un œsophage de Barrett ou un anneau de Chatsky. Ces patients-là, je les oriente un petit peu plus vers le bypass pour diminuer. Ben là, tu as donné beaucoup d'informations justement par rapport à la limitation. Tu vois, moi, le bypass, c'est l'opération que d'un point de vue primaire, c'est celle que j'aime le moins offrir à mes patients. OK. Okay. Je ne suis pas un gastrique bypasseux qui bypasse tous les patients. Et ce que je n'aime pas, cette intervention chirurgicale-là, pour le patient en tant que tel, c'est pas le côté technique, on sait. Là, non, t'aimes ça faire un bypass. C'est super techniquement agréable à faire. C'est plus les problèmes de douleur abdominale. C'est vraiment le créneau des patients qui reviennent te voir à ta clinique. Les inconforts à l'hypochondre gauche. Les inconforts à l'hypochondre gauche, tu refais des examens, tu leur fais passer une gastroscopie, tu fais passer un CT scan, tu fais passer une échographie, on ne trouve rien. C'est frustrant pour le patient, c'est frustrant pour le chirurgien avec. Alors moi, maintenant, le gastric bypass, je l'offre maintenant quasiment uniquement pour les patients, parce qu'on fait beaucoup de sleeves comme toi. On se ramasse une quantité importante de patients. Et oui, malheureusement, il y a certains patients qui vont faire du reflux sévère après la sleeve, après quelques années, ou peut-être qu'il va y avoir un blocage ou un mauvais passage dans l'estomac. Puis là, je vais faire le bypass. Mais je vais faire le bypass quand j'ai les deux mains attachées, présentement. Pourquoi? Ben, parce que maintenant, il y a comme un peu la dérivation biliopancréatique, il y a eu un peu une évolution dans le gastric bypass. Puis qu'on appelle présentement, c'est pas le bon mot, on appelle ça le mini bypass, mais c'est pas le vrai terme. Là, mais c'est intéressant parce qu'on rentre sur un sujet qui est vraiment, je pense, méconnu au Canada ou même, j'oserais dire, en Amérique du Nord. Hein? Amérique du Nord, peu fait en Amérique du Nord. Fait que le mini bypass, essentiellement, c'est une pochette gastrique qui ressemble à 2 tiers de sleeve. 2 tiers de sleeve, oui. Le bypass normal, 1 tiers de sleeve. Bon, le mini bypass, c'est peut-être 2 tiers de sleeve. Puis, on appelle le mini bypass, mais je t'ai senti, on n'aime pas trop ce nom-là, mais essentiellement, il n'y a rien de mini d'un mini bypass. C'est plus agressif. Fait qu'en termes d'agressivité, on va repartir de... On va parler de la sleeve, évidemment, comme la chirurgie de base, peut-être le bypass comme la chirurgie intermédiaire. À ce moment-là, le mini bypass comme étant un peu plus agressif que le bypass en Y de roue. Puis après ça, le SADI, la dérivation biliopancréatique. Fait que, puis grosso modo, au lieu d'aller à 1 mètre, 1 mètre 20 du début de l'intestin, tu vas à peu près à 2 mètres. C'est pas ça que tu fais. Moi, je m'intéresse à cette chirurgie-là parce que je pense que c'est une bonne façon de trouver des fois, comme on en a parlé souvent, là, de la bonne chirurgie au bon patient. Fait qu'il y a des patients qui voudraient cette chirurgie-là. Je pense que c'est important de noter que IFSO,
la SMBS de mémoire, là, mais je suis sûr pour IFSO, ce n'est plus une chirurgie expérimentale. Donc, c'est une chirurgie qui est backée par un... La session américaine l'a accepté. La SMBS aussi, donc. La SMBS l'a accepté. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Moi, je présentais dans un congrès il y a 3 semaines à la session américaine, puis quand tu questionnes les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Mais quand tu leur demandes, est-ce que ça vous tente d'en faire? Les gens se posent la question. Les gens se posent la question. Puis si tu demandes aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fera jamais de sa vie? Il n'y a personne qui levait la main. En voulant dire, on voit que ça s'en vient. Puis moi, je te dirais, par expérience qu'on voit présentement, à part le problème de reflux biliaire qu'on voit chez certains patients, le problème de douleur... Qui est traitable. Le problème qu'on voit avec le bypass de douleur abdominale, tu le vois presque jamais. Tu as l'impression que tu le vois moins. Hein? J'ai pas eu besoin de passer une quantité phénoménale d'examens pour le patient que j'ai fait un mini bypass versus le bypass. Tu as sûrement des patients qui ont passé des quantités importantes d'examens. Puis je lisais un article qui est dans la revue littérature radiologie qui disait que si tu prends une cohorte de patients, je me sais plus la période, c'était 5 ans ou 10 ans, tu pouvais avoir jusqu'à 25 des patients, non, 40 des patients qui passaient au moins un CT scan pour des douleurs abdominales. Puis il y avait au moins 5 à 10 qui allaient passer jusqu'à 3 CT scans. Pour des douleurs, parce qu'on a peur de la hernie interne. On ne sait pas ce qui se passe. Le patient, il a une douleur quelconque. Fait que pour moi, mes confrères ils sont amenés des fois de m'entendre parler de ça, mais moi, c'est le côté qui me... C'est pour le patient. On en a parlé tantôt. On est des chirurgiens. On aime faire la chirurgie. Le côté technique, elle est faisable. Le taux de complication, comme tu as dit, il est très bas. Il arrive rarement des problèmes. C'est juste pour moi le long terme. C'est pour ça. Mais tu sais, je pense que, comme tu as dit encore, on n'a pas encore réussi à trouver exactement laquelle des opérations. On aimerait ça avoir un algorithme, l'intelligence artificielle, là, qui mettrait toutes les datas dans l'ordinateur, toutes les problématiques, diabète, pas de diabète, reflux, pas de reflux, beaucoup de reflux, contrôlé par la médication ou pas contrôlé par la médication. Tu mets ça dans l'ordinateur, ça te dirait... Mais c'est drôle hein, que tu dis ça. J'utilise un outil, moi. Il y a une application de Cleveland Clinic qui rentre un peu des données de base pour le diabète, là, dans le sens que ça sort une chance de guérir complètement le diabète en fonction. Puis essentiellement, la durée du diabète est importante, l'insulinodépendance est importante, puis le nombre de médications est importante. C'est les 4 variables. La dernière variable, c'est l'A1C. Okay? Puis tu rentres ces 4 variables-là, puis ça donne une espèce de score. Puis grosso modo, ce que je comprends, parce que c'est souvent, j'ai souvent la question, c'est peut-être le cas pour toi aussi, mais il y a bien des patients qui me disent non, moi je suis diabétique, je veux le bypass. Je dis OK, parfait. Si c'est, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, une dame de 45 ans, que sa famille est faite, puis que ça fait 3 ans qu'elle est diabétique sous metformine, je le sais. J'ai même pas besoin de rentrer dans l'application, c'est un slam dunk. C'est sûr que le bypass a plus de chances que juste la sleeve. Mais la patiente qui est insulinodépendante depuis 15 ans, je fais un bypass, je ne guérirai pas. Fait qu'il faut relativiser, tu sais. En tout cas. Tout à fait. Puis moi, de l'autre côté, tu as le patient qui va venir te voir, que ça fait peut-être 6 ou 8 mois qu'il est diabétique, il prend juste du metformine. La sleeve, c'est quasiment 100%, t'es quasiment sûr de la 100% de guérison. Là. Moi, je les attrape en intolérance au glucose ou diabétique à cause des tests pré-op, souvent. Fait que là, ils ont un diabète que je ne savais même pas quand j'arrive au bloc. Puis je le sais que ce patient-là, on va le guérir. On va le guérir complètement. Fait que c'est ça, c'est quand même intéressant. Fait que non, moi, j'ai un intérêt pour le mini-bypass, surtout qu'on sait que c'est plus expérimental, mais il faut juste expliquer aux patients. Moi, je pense pas que tout le monde est un bon candidat pour une dérivation gastrique standard en Y de roue parce que c'est une chirurgie malabsorptive quand même, entre guillemets, puis ça peut causer des perturbations métaboliques qui me font peur à long terme, comme par exemple l'ostéoporose, la dénutrition. Pas trop inquiet des protéines avec le bypass, mais l'ostéoporose des patients qui sont pas compliants, les fumeurs. Les fumeurs, ça, tout à fait. Ça me chicote. Fait que je suis pas prêt à dire qu'un bypass, il n'y a rien là, mais dans cette optique-là, je pense qu'un mini-bypass, il faut choisir, je pense, des bons patients. Si on commence à faire des mini-bypass à tout le monde, qu'on ne les suit pas, qu'ils ne prennent pas leurs suppléments, on va avoir des problèmes demain. Là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand tu regardes l'évolution de la dérivation bilio-pancréatique, elle a évolué vers une seule anastomose en loupe. Et là, on regarde avec le gastric bypass qui a passé 40-50 ans dans la littérature sur le marché de la chirurgie bariatrique. Même chose, on a évolué vers une anastomose en loupe ou qu'on ne coupe pas l'intestin. Moi, je suis convaincu, c'est peut-être juste ma perception, mais que du moment qu'on commence à couper l'intestin, qu'on commence à faire des raccordements, entre guillemets, entre les anses intestinales, c'est là qu'on crée des espaces potentiels derniers internes et des douleurs d'inconfort qu'on ne réussit pas à s'expliquer. Ça complexifie les réinterventions. Hein? Tout à fait. Hein? Tout à fait.
Fait que, bref, écoute, je pense qu'on a passé au travers des interventions principales qu'on offre au Québec, parce que tous ceux qu'on a discutés là, à part le mini bypass, comme on a dit, je suis à peu près un des seuls au Canada qui en fait. Mais là, on voit tranquillement que certaines équipes commencent à regarder la faisabilité. Puis moi, je suis convaincu que d'ici 4-5 ans, il va y avoir plusieurs groupes au Québec qui vont le faire. Si on regarde la province de Québec, le CAD, comme tu as nommé tantôt, on est quoi? 4 centres qui font cette intervention-là, à peu près 5 peut-être maintenant avec les milieux périphériques qu'on a commencé à former. Mais les interventions principales qu'on voit, c'est toujours quoi? Sleeve. Sleeve bypass. Sleeve bypass. Sleeve bypass. Bypass, dérivation gastrique en Y de roue. Ouais. As-tu des patients qui te posent la question encore pour faire poser des anneaux ou pas pantoute? J'ai rarement, mais tu sais, Pierre Boucher, je pense qu'on a mis 6 000 anneaux, 5 000, 6 000 anneaux. Fait qu'il y en a des patients qui veulent, mais mettons, c'est pas difficile à déconstruire. De mémoire, en 5 ans, j'ai un seul patient qui a décidé de laisser tomber parce qu'il voulait un anneau. Puis honnêtement, j'ai jamais appris à mettre d'anneau, puis j'en mettrai jamais. Puis on en a en masse à enlever encore. Fait que... C'est terminé de façon pour C'était mieux que rien. Moi, je me rappelle toujours de Simon Marceau qui me disait, quand j'étais passé à R4, là, ça fait longtemps, là, je pense que c'était en 2015, qui me disait, tu sais, l'anneau, c'était bon quand ça a sorti parce que il n'y a pas de complications. Puis ça donnait une intervention laparoscopique que les gens étaient capables de faire pour traiter un problème chronique pour des patients qui étaient sous-traités. Mais il fallait les suivre. Puis, tu sais, j'ai encore, je parle des fois à Sylvain Beausoleil à Moncton qui me dit, tu sais, les anneaux, si tu les suis bien, j'en ai encore des anneaux qui sont corrects. Fait que, tu sais, on s'entend là-dessus, mais c'est mort, l'anneau, c'est fini. Il y a eu trop de réopérations, 50 de toute façon, moi, je disais souvent, c'est que l'anneau était une réponse aux chirurgies qu'on faisait dans les années 90, où c'est que quand on rencontrait nos patients, on avait un taux de mortalité de à peu près 1 Ah, ouais, c'est ça. À 1 de mortalité. On se pose la question. On pose la question. Alors, quand l'anneau gastrique est arrivé, on parlait même pas de ça. C'est une hospitalisation d'une journée. Fait qu'il n'y avait même pas d'hospitalisation. Le patient arrivait, c'est une chirurgie laparoscopique. La réalité était différente. La réalité était différente. C'est pour moi, l'anneau gastrique a répondu à un taux élevé de complications sur des chirurgies qui étaient des chirurgies ouvertes. Fait que toi, tu as eu cette phase-là. Puis après ça, l'anneau, comme tout le monde, à un moment donné, on avait des problèmes avec. Puis comme tu dis, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ça sera peut-être différent, moi aussi, dans 15 ans, je sais pas. C'est ça. Mais bon, OK. Fait que l'anneau, on s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus que c'est un dossier qui est clos. C'est un dossier clos. Là, on s'en va ailleurs. Alors, nécessairement, moi, il y a 3 semaines, j'étais à la SMBS, qui est la session américaine, et c'était le congrès à Nouvelle-Orléans. Puis, je présentais dans la section il y avait plusieurs chirurgiens. Puis là, c'est quelle, en traduction, c'est quelle est la meilleure intervention pour, mettons, tel type d'obésité. Fait que là, un des gros sujets chauds, parce qu'on en a parlé un peu le dernier podcast, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les indices de masse corporelle qui sont bas. Okay? Alors, qu'est-ce que tu fais avec un 30-35 qui est non diabétique? Tu fais rien ou tu y offres quelque chose? Y a-t-il d'autres options qui existent sur le marché? Ben là, tu m'emmènes à parler de l'endosleeve. J'imagine que c'est ça, parce qu'on va avoir les instruments au Canada cette année, probablement, je pense, c'est ça. Donc, c'est pas une intervention pour laquelle j'ai de l'expérience ou je suis formé, mais je te dirais, ma façon de voir les choses, c'est vraiment de rester ouvert. Parce qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose qui va pas, qui va avoir raison de shaker nos fondations. Est-ce que l'endosleeve va shaker mes fondations de chirurgien? Je vais mouiller? Non. Est-ce que ça m'intéresse? Oui. Tu ne fais pas d'endoscopie, hein? Non, c'est ça. Moi je ne scope pas, pas particulièrement. Puis, ça dépend vraiment des centres. Mais tu vois, chez nous, il y a de l'intérêt. On a eu des discussions de monter peut-être une équipe gastro-chir pour peut-être voir. Mais encore une fois, c'est que ce n'est pas donné. Hein? Non. C'est dispendieux. 2, l'équipement, le matériel, comme tu parlais tantôt. La courbe d'apprentissage. Et là, après ça, c'est qui va faire l'intervention. Ouais, alors, est-ce que tu vas laisser, entre guillemets, faire les gastro-entérologues l'intervention, puis s'il arrive une complication, ils te l'envoient à toi, ou tu exiges que ce soit un chirurgien qui le fasse, comme on a des collègues que tu connais très bien qui en font dans mon service, comme le Dr Pescarus. Tu ne laisserais pas faire ça par n'importe qui, je te dirais. Puis, non, c'est ça. Je pense que ça prend des endoscopistes avancés, puis, tu sais, je veux dire, on ne veut pas juste non plus gérer les complications, puis d'avoir peut-être aussi... Moi, j'ai une crainte, c'est d'avoir des patients insatisfaits qui finissent avec un estomac tout croche, là. Exactement. Puis tu vois, moi, ma question que je posais à celui qui présentait dans le congrès, c'est quand tu revises, tantôt on a parlé beaucoup de revision, on en a parlé, on disait que l'avantage de la sleeve ou de la gastrectomie verticale, c'est que moi je dis toujours, quand je fais une réintervention chirurgicale après la sleeve gastrique,
c'est une partie de plaisir Ouais, c'est facile. C'est facile. Ouais, je suis d'accord. Le patient a déjà perdu. Il y a de l'espace. Le patient il a déjà perdu du poids. Tu as déjà une partie importante de la chirurgie qui est faite. Tu te concentres finalement que sur la couture, l'anastomose à faire. Donc, tu te focuses sur la partie importante puis tu n'as rien d'autre à faire. Moi, je trouve ça génial. Alors, ma question, moi, on n'aura pas de réponse aujourd'hui, là, mais c'est dans le futur, avec ceux qui vont avoir des endosleeves, qu'est-ce qui va arriver après ça, côté réintervention avec les clips? Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, moi, j'ai même des gens qui me posent des questions. Tu le sais, il y a des nouvelles molécules qui s'en viennent sur le marché, puis on a des taux de perte de poids total qui sont impressionnants dans certaines études avec des patients qui répondent à 20-25 de poids total avec les nouvelles molécules. Là, je ne dropperai pas les compagnies pour le fun. De toute façon, on va en parler. On va faire un épisode là-dessus avec des experts. Là, mais tu sais, ça pour dire que je me fais régulièrement poser la question ces temps-ci si moi je me sens menacé. La réponse, c'est pas pantoute. Je pense que les traitements médicaux vont emmener plus de monde de notre bord en plus, puis on fait juste piquer sur le type de l'iceberg, je pense. Fait que ça me stresse pas, mais tout ça pour dire que si on a des médicaments qui font questionner les gens sur même, en tout cas, beaucoup de gens médicus, là, encore la semaine passée, Symposium à Québec, il y a des gens qui disent qu'ils vont remplacer la sleeve par des médicaments. J'ai hâte de voir ça, je suis pas vraiment stressé pour la sleeve, mais si c'est le cas de poser ces questions-là, je me demande quelle est la place d'un endosleeve dans ce contexte-là, parce que de ce que je comprends, ça prend au moins autant de temps, sinon plus longtemps que de faire une sleeve. Puis moi, j'ai appris à faire une sleeve, à enlever le fundus comme du monde. Puis sur les endosleeves, apparemment, on peut pas... Tu peux pas l'enlever, parce que techniquement, tu peux pas le faire. Ben là, pourquoi, quand on fait une sleeve, on apprend qu'il faut pas laisser le fundus parce que les pertes de poids sont pas bonnes, puis le patient a méga reflux, mais avec l'endosleeve, en tout cas, regarde. Ceci dit, il faut rester curieux, puis moi, je pense qu'il faut moi, je pense que tu as dit le bon mot, Alex, il faut rester curieux. Puis ce qu'on voit dans nos discussions aussi, depuis qu'on fait nos interventions, c'est que l'avenir de la médecine ou de la chirurgie bariatrique est très large. C'est fini le temps de... On a juste un bypass qu'on va offrir à notre patient. Maintenant, on a une multitude d'interventions chirurgicales. Il y a des options A, B, C, D, E, des revisions de chirurgie. On va voir les aspects endoscopiques et la médication. Tu imagines dans l'avenir, on va tout mélanger. En ébullition. Il va falloir encore plus d'intelligence artificielle. Moi, je pense que ça ne sera pas passé au travers. En résumé, c'est un peu ça qui m'a fait choisir ça. Là. Il y a plus de 7-8 ans maintenant, mais grosso modo, il n'y a aucun domaine en chirurgie générale qui a autant changé dans les 30 dernières années que la chirurgie bariatrique. Puis on regarde en avant parce qu'on sait déjà que c'est encore en train de changer puis que les choses changent, les molécules changent en cancer, dans les autres affaires, mais nos interventions chirurgicales en chirurgie générale, on peut changer. Un appendicite, c'est un appendicite. En sein, sont moins invasives, mais nos interventions... Tandis qu'en bariatrique, il faut regarder à gauche, à droite, puis on va à IFSO, puis le monde font toutes sortes d'affaires, puis c'est en train de changer. Fait qu'il y a beaucoup de place on va en faire un autre podcast. On va en faire un podcast. On parlera de l'avenir dans un autre podcast. Mais écoute, je pense, Alex, on a fait pas mal le tour du jardin sur les interventions principales qui sont faites au Québec présentement. Puis, si jamais il y a d'autres choses qui apparaissent dans un avenir rapproché, c'est sûr et certain qu'on va vous en tenir informé. On va sûrement faire un podcast sur les affaires d'avenir, parce qu'il y a des affaires encore plus... L'endoscopie aussi. L'endoscopie, on va en parler. Puis après ça, des traitements avec les espèces d'endosleeves, avec les sacs qui sont placés à l'intérieur dans les lumières intestinales. La médication, la nutrition. Fait que ça, on va en parler. Fait que moi, je pense que ça va être un autre sujet. Puis on va laisser en lien aussi dans les commentaires, là, essentiellement nos sites web, parce qu'il y a des explications des chirurgies standards sur nos sites web avec les images. Fait que vous pouvez aussi consulter les sites web de nos hôpitaux respectifs pour la suite des informations. Ça, c'est très important comme point, parce que ce qu'on veut quand on fait une chirurgie pour nos patients, c'est qu'on veut qu'ils soient le mieux informés possible. Alors, tous les outils qu'on peut leur donner pour bien expliquer les opérations, c'est primordial. Si vous écoutez cet épisode-là puis vous regardez nos sites web avant de vous présenter en consultation, on va être pas mal plus outillés pour vous répondre à vos questions de façon... Puis moi, je te dirais que maintenant, les patients, quand ils arrivent... Là, ils font. Ils l'ont, puis je veux dire, veux pas. Tu vas sur YouTube, tu peux voir l'opération. Le patient, il vient de voir. Il l'a déjà vu sur son... C'est ça que vous allez me faire, tu sais? Oui, c'est ça. Alors voilà, ça sera notre petite goutte d'eau dans l'océan YouTube. Parfait. D'accord. Merci beaucoup, Alex. On se revoit pour le prochain. Merci à toi. À la prochaine. Bye. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.